Nous n'en sommes pas encore à implanter des organes pleins, mais nous pratiquons des implantations d'organes plats, tubulaires ainsi que creux non tubulaires chez des patients. La médecine régénérative classe ces organes en 4 niveaux de complexité. Les structures plates, comme la peau, sont les moins complexes car elles sont constituées en majeure partie d'un seul type de cellules. Elles ne sont pas aussi complexes qu'un organe tubulaire, par exemple un vaisseau sanguin ou un conduit respiratoire, qui se compose de deux types de cellules et dont l'architecture est un peu plus compliquée dans la mesure où il doit rester ouvert. Ce n'est en fait rien de plus qu'un tube dont la fonction est de permettre à un fluide ou à de l'air de le traverser à un débit régulier dans une fourchette définie, explique le docteur Atala. Les cellules, la forme et la fonction des organes creux non tubulaires tels que la vessie offrent un troisième niveau de complexité. Le docteur Atala est à la tête de l'équipe de chercheurs qui, en 1999, a réussi la première implantation d'une vessie fabriquée en laboratoire chez un patient qui vit aujourd'hui une vie active normale. L'équipe du docteur Atala a ensemencé un moule de plastique reproduisant la forme tridimensionnelle d'une vessie avec des cellules de la vessie d'un jeune patient âgé de 10 ans et laissé les cellules se développer en laboratoire dans un récipient. Le moule sur lequel les cellules se sont développées finira par être détruit par les propres enzymes du patient, qui se retrouvera ainsi avec une vessie en parfait état. Les spécialistes de ce domaine estiment qu'aux environs de l'an 2020, 95% des parties du corps pourront être remplacées par des organes développés en laboratoire. Source: Langer et Vacanti, Artificial Organs. Page 132. Edelson, Bodybuilders. Article. Site. Page 62 à 64. Dobson, Roger. Fabricating human organs is no longer science fiction. The Sunday Times, 23 novembre 1997, page 1. Le sommet de l'échelle de complexité appartient aux organes pleins, tels que les reins, le foie et le cœur. Ces derniers ont une densité cellulaire beaucoup plus importante et il s'agit de cellules de type beaucoup plus varié qui contiennent de nombreux vaisseaux sanguins car elles ont besoin d'être massivement irriguées, explique le docteur Atala. Les trois premiers types d'organes, plats tubulaires et creux non tubulaires, ont été cultivés grâce à une combinaison de cellules et ou d'armatures faites de matières biodégradables et implantées avec succès chez des patients, mais notre objectif est de continuer à augmenter le nombre d'organes que nous pouvons implanter et de réussir un jour à implanter des organes pleins. Nous nous en approchons chaque jour un peu plus, dit le docteur Atala. Dans un cube de verre rempli d'un liquide transparent, un curieux objet rouge flotte de la taille d'une cerise. C'est le tout premier cœur artificiel créé à partir de cellules humaines. Il a été fabriqué par impression 3D, un processus automatisé qui consiste à produire quelque chose en déposant des couches successives. Habituellement de plastique, ici de cellules, cette prouesse attendue depuis des années par le monde de la science a été dévoilée le 15 avril 2019 par des chercheurs israéliens de l'université de Tel Aviv dans la revue allemande Advanced Science. Certes, ce cœur de la taille de celui d'un lapin, 2 cm de diamètre, est pour l'instant minuscule, mais l'étape qui vient d'être franchie est cruciale, car elle rend tangible l'idée de créer de nouveaux organes sur mesure pour nous soigner. En 2017, en France, 6105 greffes d'organes ont été réalisées, dont 629 à partir de donneurs vivants, selon l'Agence de la biomédecine, mais il est difficile de trouver suffisamment de donneurs. Nous pouvons donner certains organes de notre vivant, comme le rein. Source: leparisien.fr. Impression 3D, ces organes artificiels qui révolutionnent la médecine. Selon Langer et Vacanti, le tissu cellulaire fabriqué remplacera les prothèses de plastique et de métal pour les os et les articulations au cours du XXIe siècle. Ces greffes vivantes expliquent que les deux chercheurs s'assimileront en douceur aux tissus environnants, éliminant les problèmes provoqués par les prothèses actuelles, infections et jeux au niveau des articulations. Des chercheurs ont déjà développé des oreilles et des nez artificiels sur des armatures en polymère et adaptées aux besoins personnels de chaque patient. Le dernier obstacle, avouent les scientifiques, est l'incapacité du tissu nerveux à se régénérer. Michael Sandel est un philosophe américain reconnu dans le monde entier pour ses livres, notamment pour son livre consacré à une critique du transhumanisme
The Case Against Perfection. Ethics in the Age of Genetics Engineering. La perfection en procès, l'éthique à l'âge de l'ingénierie génétique. Préface par Jürgen Habermas. Pendant plus de 30 ans, il a participé activement au comité d'éthique mis en place en 2002 par le président américain pour réfléchir aux conséquences de la révolution des nouvelles technologies NVIC sur le plan humain. Dans ce deuxième chapitre, il examine les effets que pourrait avoir la logique de l'augmentation dans le domaine du sport. Au fur et à mesure que le rôle de l'augmentation, amélioration, enhancement s'accroît, notre admiration pour les performances sportives s'estompe. Ou pour mieux dire, elle passe des performances des joueurs à celles de leurs pharmaciens. Le troisième chapitre marquera la réflexion de Habermas à bord de la question délicate du projet parental et du magasin des enfants. Est-il moralement acceptable que père et mère choisissent comme ce sera sans cesse davantage possible non seulement le sexe de leur enfant, mais aussi la couleur de ses yeux ou de ses cheveux, sa taille, l'ampleur de sa force physique, et pourquoi pas son futur QI. Ce qui inquiète Sandel, c'est que dans notre société de compétition généralisée, les parents entrent dans une course frénétique à la perfection dans le but, dans le m'as-tu vu, de ne pas défavoriser leurs rejetons par rapport à ceux du voisin. Le quatrième chapitre s'attaque à la question de l'eugénisme et tente de minimiser la distinction entre l'eugénisme libéral positif revendiqué par les transhumanistes et l'eugénisme exterminateur étatique nazi des années 30. Que la sélection soit imposée par un État totalitaire ou choisie librement par des individus ne change rien, selon Sandel, au fond du problème, car dans tous les cas de figure, l'être humain, en particulier l'enfant à naître, est réifié, il devient une marchandise, un objet façonné par la volonté des parents. Sandel critique l'hybris, la démesure et l'arrogance liées au projet prométhéen de fabriquer à volonté des êtres transhumains ou post-humains, chapitre 5 du livre de Sandel. Si la révolution génétique erronne notre appréciation du caractère donné des pouvoirs et des qualités humaines, elle transforme par les mêmes trois traits fondamentaux de notre paysage moral, l'humilité, la responsabilité et la solidarité. Le fait que nous nous soucions profondément de nos enfants, mais que nous ne puissions jusqu'à présent pas choisir le type d'enfant que nous voulions, enseigner aux parents l'art d'être ouvert à ce qui n'est pas forcément souhaité. Ces dispositions à l'ouverture méritent d'être encouragées, non seulement dans le cadre de la famille, mais tout autant dans le monde extérieur en général. Elles nous invitent à accepter l'inattendu, à vivre avec les dissonances, à résister à l'impulsion irréfléchie qui veut tout contrôler. Un monde comme celui du film Bienvenue à Gattaca, un monde où les parents sont accoutumés à choisir le sexe et les caractéristiques génétiques de leurs enfants sera un monde inhospitalier à l'égard de l'inattendu et du non souhaité. On croit parfois que l'augmentation-amélioration génétique érole la responsabilité humaine, mais c'est exactement l'inverse qui a eu lieu. Non pas l'érosion, mais l'explosion de la responsabilité s'accroît dans des proportions sidérales. Les parents deviennent responsables de choisir comme de faillir dans le choix des bonnes caractéristiques de leurs enfants. Les athlètes deviennent responsables d'acquérir ou de ne pas acquérir les talents qui vont aider à faire gagner leur équipe. L'un des bienfaits du fait que nous nous considérions comme des créatures, et peu importe que ce soit de la nature de Dieu ou de la fortune, résidait dans le fait que nous n'étions pas responsables de ce que nous étions. Plus nous devenons les maîtres de nos dotations génétiques, plus le fardeau qui pèse sur nos talents et sur nos performances devient lourd. Aujourd'hui encore, quand un joueur de basket rate son coup, son entraîneur peut lui reprocher de s'être mal positionné. Demain, il lui reprochera d'être trop petit. Le problème posé par la fin de la solidarité est selon lui tout aussi inquiétant. Son analyse est équivalente au constat de Blanche Streb. Paradoxalement, l'explosion de la responsabilité face à notre propre destin, comme à celui de nos enfants, peut diminuer notre sens de la solidarité envers ceux qui sont moins bien lotis que nous. Car plus nous sommes ouverts à l'idée que notre lot dépend d'une chance naturelle, plus nous avons des raisons de nous sentir solidaires du destin des autres. Et pour illustrer son argument, Sandel développe l'exemple des assurances. C'est parce que nous ignorons les risques encourus par nous-mêmes autant que les autres dans le futur de nos vies que nous acceptons tous de payer une prime d'assurance, quitte à ce que d'autres en profitent plus que nous ou l'inverse. Les connaissances fondamentales acquises en neurosciences offrent à qui le souhaite des solutions variées pour doper son cerveau par des moyens de plus en plus sophistiqués.
Ces substances chimiques, les stimulants cognitifs ou nootropes, peuvent être des médicaments détournés de leurs usages, comme ceux qui visent à réduire les états de somnolence chez les narcoleptiques ou ralentir l'évolution de la maladie d'Alzheimer. Mais il s'agit aussi de stupéfiants comme la cocaïne ou l'héroïne, ou de molécules végétales comme la caféine ou le ginseng, naturelles ou artificielles. Ces substances sont capables de décupler la motivation ou d'augmenter les performances cognitives comme la mémoire. Les nootropes les plus fréquemment utilisés sont la nicotine, le chocolat, les amphétamines, le lamine, DMAE, précurseur de l'acétylcholine, un médiateur naturel du cerveau, la vitamine C et les médicaments anticonvulsivants de la famille des racétams, aniracetam, oxyracétam, pramiracetam, etc. En marge de ces psychostimulants classiques figure une famille de composés chimiques, les zampakines, recherchés pour leur capacité à augmenter l'attention et la vigilance afin de faciliter les tâches d'apprentissage et de mémoire. Elles ont été découvertes en 2006 par le neurobiologiste Gary Lynch et ses collègues californiens de l'université d'Irvine. En facilitant l'activation des récepteurs au glutamate, elle favoriserait une meilleure conduction de l'influx nerveux initialement mis au point pour améliorer les conditions de vie de sujets souffrant de fatigue chronique ou atteints de troubles mnésiques. Les zampakines sont aujourd'hui consommées principalement par des personnes en bonne santé mais désireuses de décupler leur capacité de mémoriser, à la différence des psychostimulants comme la caféine ou les amphétamines. L'usage d'ampakines ne s'accompagne pas d'effets secondaires indésirables comme l'insomnie ou la dépendance, parce que leur usage se banalise. Ces nouveaux médicaments connaissent un développement fulgurant sur le marché mondial, avec une demande qui ne cesse de croître. Certains neuroscientifiques comme Michael Gazzaniga, professeur de psychologie à l'Université de Californie à Santa Barbara, se sont déclarés favorables à un recours facile aux smart drugs, pilules intelligentes ou de l'intelligence. En 2008, des scientifiques ont même lancé un appel relayé par de nombreux médias à accepter l'usage responsable et raisonnable de substances capables d'améliorer les fonctions cognitives de personnes en bonne santé. Si l'industrie biotechnologique est capable de produire des substances qui augmentent les capacités mentales sans entraîner d'effets secondaires négatifs à court et à long terme, certains se demandent pourquoi pour ne pas en profiter. Demain, sur le marché du travail, il y aura une nette différence pour les employeurs entre une personne postulant et faisant mention d'une augmentation par des produits et celui qui ne voudra pas consommer ces substances aux États-Unis comme dans tant d'autres pays où la performance de l'individu définit la réussite sociale. Le dopage cognitif est une béquille sur laquelle beaucoup de personnes cherchent à s'appuyer. Certaines études font état d'une augmentation de 500% de la consommation de nootropes sur 10 ans, facilité par un approvisionnement facile que procure l'usage d'Internet. L'enthousiasme des candidats à l'usage des psychostimulants a conduit des universitaires de Harvard et d'Oxford à publier à l'été 2015 le résultat d'une longue enquête sur les effets précis de l'usage du médicament modafinil par des personnes en bonne santé. La conclusion des chercheurs est sans appel. Cette substance est non seulement inoffensive, dépourvue d'effets secondaires à court terme, et chez les sujets sains, elle est capable aussi d'améliorer considérablement certaines fonctions cognitives, comme la flexibilité mentale, la planification, la résolution des problèmes, la mémoire de travail, tout ce qui semble illustrer l'intelligence. Depuis 2016, il est interdit pour un Britannique d'importer de substances psychoactives autres que les psychotropes reconnus par les autorités médicales. Quand certains cherchent à s'augmenter par la génétique, d'autres utilisent du chimique, et une dernière partie vise une amélioration par des outils technologiques. Dans un précédent chapitre, le professeur Delgado et ses travaux sur la puce neuronale ont été abordés. En 2016, Neuralink voit le jour. Neuralink est une start-up américaine neurotechnologique qui développe des implants cérébraux d'interface neuronale directe confondés par Elon Musk et l'équipe fondatrice Ben Rapoport, Dongjin Seo, Max Odak, Paul Merola, Philippe Sabes, Tim Gardner, Tim Hanson, Vanessa Tolosa.
La société vise à développer des composants électroniques pouvant être intégrés dans le cerveau, par exemple pour augmenter la mémoire ou piloter des terminaux et éventuellement pour mieux marier le cerveau et l'intelligence artificielle. En juillet 2019, Elon Musk a expliqué que la société avait déjà greffé des capteurs dans le cerveau d'un singe qui a été respectivement surnommé Bastien pour lui permettre de contrôler mentalement un ordinateur. Voilà, très bientôt pour une prochaine vidéo.